où sont vos élèves? Je cherche aussi les lycéens. Alors, est-ce que je peux avoir un peu plus de son encore? Alors, attends. Dites-moi lequel est le plus fort? C'est le même son. Plus fort? Pour moi, s'il te plaît. Cherchez Ah oui, tu es extrêmement populaire, comme tu peux voir. Non, non, Si, il est populaire. c'est les deux, c'est le sujet. Ouais. Alors, ben, il faut faire ce que vous pouvez. Moi, Alors, est-ce que c'est bon pour le son? Dites-moi, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on reparte pour la prochaine séance? Je crois que oui. Hein. Bon, alors j'ai juste besoin, moi, de récupérer en fait des lycéens, donc du lycée Bar. S'il vous plaît, faites-moi signe, où êtes-vous? Les lycéens de Bar qui sont grands témoins. Bon, ils étaient au fond de la salle. Très bien, ben, c'est pas grave. Donc on les laissera arriver tranquillement. Sinon, l'ISEG également. Ils sont où les étudiants de l'ISEG? Ok, donc vous êtes là, c'est bien. J'ai récupéré tout le monde. Plus au fond. Il y en a un au fond. Ben, c'est pas grave, elle viendra tranquillement. Hein. D'accord, c'est pas grave. Ok, eh bien écoutez, bonjour et rebonjour. Merci d'être encore là. J'imagine que vous avez faim, mais bon, on va partager cet instant-là autrement avec beaucoup d'appétence, comme disait tout à l'heure Israël Nizan, pour les belles choses, d'autres belles choses de l'esprit, du savoir. Donc nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous pour un sujet qui est très délicat, parce qu'on se dit, hein, quand on entend les témoignages sur les morts imminentes, sur les états de conscience modifiés, alors on se dit, bah, comment ne pas tomber dans c'est un sujet quand même délicat, sulfureux, comment ne pas tomber tout de suite dans ou la caricature ou le délire, si bien que nous avons eu envie, hein, encore une fois cette année, on avait accueilli Angèle Liébé à un moment donné, elle nous avait raconté, c'était je crois en 2013 qu'elle avait vécu, donc on a eu envie cette année de poser la question à quelqu'un qui est dans le domaine de l'anesthésie, la réanimation, qui est aussi dans le domaine de l'éthique depuis de nombreuses années, membre au comité national consultatif d'éthique. Donc Sadek Beloussif, oui, qui me dit ex, c'est ça. Mais j'aime bien dire que tu l'es encore. Mais c'est vrai que je sais que c'est ex, comité consultatif national d'éthique. Donc Sadek Beloussif qui nous accompagne aussi sur de nombreux sujets depuis plusieurs années. Donc voilà, on lui a posé la question. Donc mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir Sadek Beloussif, qui va nous accompagner pendant 1 heure et qui va nous apporter sa vision de ce sujet-là et ses réponses. Puis après, nous vous passerons le micro dans la salle pour poser vos questions. Sadek, on t'écoute. Merci beaucoup Nadia, je suis très impressionné aux deux sens du terme Oui. par la présence, la foule et par l'introduction que tu viens de faire. Je suis très impressionné et puis je te remercie parce que en fait, moi je suis un très grand flippé de la mort, moi j'ai peur de la mort, oui, et c'est pour ça que je suis devenu docteur. Et je me suis rendu compte que après, quand j'étais à la fac, en première et deuxième année, j'étais responsable du ciné-club de la fac. Et parce que je voulais être metteur en scène. Et après, je me suis dit, mais non, j'ai pas assez de talent, donc je vais être critique de cinéma, hein, sans savoir que c'est un mot que Truffaut avait fait. Parce que le seul traitement efficace de la mort, c'est pas la médecine, c'est l'art, quoi. Seul l'art ou l'amour peut s'opposer à la mort. Mais je n'ai pas de talent, donc j'ai un substitut et je suis que docteur. En anesthésie réa, c'est vrai. Donc on s'approche plus de ces questions de mort. Et quand on voit le titre général, le normal et le pathologique, finalement, on comprend très bien, dès qu'on voit le titre, que c'est pas vrai, ça n'existe pas, quoi. Qui est normal, qui est pathologique? Est-ce que j'ai une taille normale?
Probablement pas. Est-ce que j'ai une taille pathologique? Probablement pas non plus. J'ai une taille habituelle. C'est un peu comme quand on va en consultation chez le médecin et que le patient dit oui, mais là j'ai un truc qui est sur le résultat d'examen qui est marqué en gras, donc c'est pas normal. Je dis non, c'est pas normal, c'est pas habituel. Enfin, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pathologique? Mais il y a au moins une chose dont on sait qu'elle est vraie, tranchée. Oui, non, blanc, noir, gentil, méchant, fou ou pas fou, c'est mort ou pas mort. Parce que presque mort, c'est toujours vivant. Presque mort, c'est encore vivant. Et le grand problème de la question, là, c'est qu'il y a des éléments où la situation, la frontière, elle n'est pas si tranchée que cela. Si je tombe d'un coup en état d'arrêt cardiaque maintenant, mon cœur est arrêté, je suis mort. Oui, mais j'espère bien que parmi l'audience, il y a au moins quelqu'un qui va faire un massage cardiaque externe et qui va me refaire, qui va me remettre vie à la vie, qui va me ressusciter. Et donc, dans cet intervalle, j'étais toujours vivant ou j'étais déjà mort, ou j'étais encore mort? Et la question que l'on a sur les expériences de mort imminente sont difficiles ou problématiques ou toutes chargées d'émotions, parce que pour le témoin de cette expérience de mort imminente, Near Death Event, NDE en anglais, puis on va garder l'abréviation NDE pour la suite. Pour la personne elle-même, c'est quelque chose qui arrive et qui est plus vrai que nature. Donc je vous propose, on a 1 heure devant nous, donc on va prendre temps, oui. 20 minutes pour et puis parler on t'a fait venir pour ça, spécifiquement sur les NDE, et puis 5 à 10 minutes pour des considérations plus personnelles ou plus littéraires sur la mort. Et donc ça nous laisse une bonne moitié du temps pour pouvoir discuter, interagir et autres. Donc ces rapports, ces témoignages de NDE sont maintenant de plus en plus fréquents depuis une quarantaine d'années. Et même si l'expression varie selon les cultures, les modes, finalement, il y a des invariants. L'expérience, le cas rapporté, finalement, est à chaque fois la même chose. C'est, grosso modo, le sentiment de flotter dans la pièce et d'observer et de voir la scène de son corps avec les docteurs qui sont autour, comme si on était dans un mauvais film, dans un travelling, dans une caméra en l'air. On est dans un environnement qui est plutôt paisible et beau. L'expérience, à chaque fois, est rapportée comme étant plaisante. Parfois, au moment de ce flottement, on rencontre avec des êtres surnaturels dont on imagine ou que l'on dote de forces spirituelles. Et certaines personnes disent pour elles que ce sont des anges. Ou encore de sentir une présence aimante, en anglais c'est overwhelming, qui vous entoure et qui vous englobe complètement et que certaines personnes appellent Dieu. D'autres non, d'autres font simplement état d'une présence surnaturelle, mystique qui est autour. Il y a aussi parfois, pour certains, de se retrouver, revoir des amis, de la famille, êtres chers qui ont disparu, de se remémorer les scènes de sa vie passée. Vous vous rappelez, hein, j'ai tout revu ma vie comme dans un film. Ouais. Et alors, dit Woody Allen, eh ben, c'était pas intéressant. Ou alors avoir un sentiment de lien, de connexion avec l'ensemble de la création. Donc c'est une expérience qui est assez transcendante. Et puis finalement, être rappelé avec un sentiment de regret, quittant cette expérience absolument magnifique pour revenir malheureusement dans cette pauvre enveloppe charnelle. Et donc, c'est assez particulier, parce que ça, ce sont des caractères qui sont assez invariants, et toutes les personnes qui rapportent ces expériences disent à chaque fois que pour elles, ce n'est pas un rêve, c'est pas des hallucinations, c'est ressenti comme étant plus vrai que nature, plus réel que la vie. Et certaines sont assez changées parce qu'elles ont été marquées par cet événement-là. Il y a un avant, il y a un après, et l'après n'est plus du tout comme ce qu'il y a avant. Donc, j'ai fait un peu de littérature et pour chercher un peu, et il y a un très bon article du monsieur Litchfield qui est paru dans une revue américaine, The Atlantic, qui est paru au mois d'avril dernier et qui est vraiment intéressante. Et donc, qu'est-ce que la science peut pour expliquer ces phénomènes-là? Parce que si quelque chose, on doit pouvoir trouver une explication. Alors, on sait que lorsque le cerveau n'est pas bien irrigué en oxygène, lorsque le cerveau reçoit une quantité d'oxygène qui est faible, comme le mal des montagnes, lorsque le flux sanguin au cerveau est affaibli, eh bien, ça peut entraîner des expériences de confusion ou d'éléments un peu problématiques. Mais l'ensemble des témoins qui ont présenté
un NDE vont dire que les circonstances et les situations sont tellement diverses qu'on n'a pas un cadre générique et général qui pourrait faire ça. Et que donc on a du mal à avoir une relation de causalité entre une cause, un effet. Et pour elle, la science ne va pas être capable de pouvoir expliciter tout ça. Alors bien sûr, certaines personnes vont enjoliver les choses. On peut violer l'histoire à condition de lui faire des enfants. Certains témoins peuvent enjoliver les différents éléments. Et même si le voyage qui est décrit et peut-être pas réel, la sensation, le témoignage d'être vraiment allé, d'avoir vraiment fait ce voyage-là, ce témoignage-là, lui, est absolument réel. Et donc, on a une difficulté parce que la science reste incertaine, et puis ça renforce la reconnaissance ou la croyance que finalement, la conscience, ce qui s'est passé là, la conscience, et la conscience, je mets 150 guillemets autour et un cadre très générique. Et quand je dis la conscience, vous pouvez transformer ce vocabulaire en ce que vous voulez. Vous pouvez dire esprit, vous pouvez dire âme, vous pouvez dire une transcendance, une immanence, ce que vous voulez. La conscience peut exister sous une forme immatérielle qui est très fortement liée au cerveau, mais qui peut être indépendante de lui, puisque je pars et je reviens. Donc ça, c'est pris comme un argument pour dire qu'il y a une dualité entre le corps et la conscience. Et là encore, la conscience, c'est esprit, âme, ce que vous voulez, peut avoir cette difficulté-là. Et donc, la difficulté que l'on peut avoir sur le plan scientifique pour pouvoir expliquer ça, c'est que, bien sûr, si jamais il y a un manque d'oxygène, une hypoxie, le patient qui essaie de conquérir l'Everest sans supplément d'oxygène peut avoir des hallucinations et puis il sentir très chaud, et puis il va se dévêtir, il risque de mourir, etc. Cette espèce de mal des montagnes. Et ces hypoxies peuvent survenir lorsqu'un patient subit un arrêt cardiaque et qu'il est ressuscité. Et la ressuscitation peut être suffisamment efficace pour qu'il revienne à la vie et donc il se rappelle ce qu'il y a eu. On n'a pas de témoignage de personnes qui sont mortes et qui ne sont pas là après pour témoigner de ce qui s'est passé. Et sur le plan scientifique, finalement, les scientifiques disent qu'on a finalement 3 zones dans le cerveau. On a, si jamais je surprends Nadia et que je fais comme ça, elle a regardé, elle a vu, elle a regardé, elle a contemplé. Regarder, voir, regarder, contempler, c'est très très différent. Voir, c'est, elle a vu que quelque chose se passe. Donc, il y a un niveau, dans une couche très immature, très non sophistiquée du cerveau, qui va dire, ah, j'ai reçu, il y a un coup qui arrive. Mon sens m'indique que quelque chose se passe. Et puis il y a une zone intégratrice qui va dire ça, il va le transmettre à un cerveau beaucoup plus sophistiqué. Est-ce que c'est une menace ? Est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est autre chose? Et donc il y a un aller-retour entre une zone très sophistiquée du cerveau, une zone très peu sophistiquée du cerveau, avec une zone intermédiaire qui intègre les éléments de perception reçus. Voir, c'est effectivement, il y a une réaction très réflexe, elle a cligné des yeux. C'est la partie très très basique. Lorsque je regarde, oui, mais c'est une main, ça vient, ça avec, à côté, donc ça n'est pas une menace. Et puis la contemplation supérieure va faire rajouter ça. C'est ce que l'on a. Regarder, c'est la pierre qui vient. Voir, oui, mais c'est pas grave, c'est une boulette de papier, c'est un camarade d'école qui joue. Contempler, c'est quand je suis devant un tableau, finalement je vais mettre en place tout mon cerveau, parce que dans le tableau je me rappelais la campagne, mon fils, ma mère, etc. Donc on a 3 zones qui sont extrêmement différentes. Et donc cette zone qui est intermédiaire cérébrale, elle joue un rôle d'intégrateur extrêmement fin de toutes les sensations. Et on peut imaginer que lorsqu'on a un taux anormalement bas d'oxygène ou anormalement élevé de CO2, de dioxyde de carbone, ça agace cette zone intermédiaire, ça déclenche certains médiateurs chimiques et qui va pouvoir expliquer ce qui se passe. Mais là encore,
La difficulté entre l'hallucination, la sensation d'être plus vrai que nature, cette réalité-là, on a une difficulté de savoir est-ce que c'est la cause ou la conséquence des phénomènes qui ont été rapportés. Est-ce que c'est l'œuf ou est-ce que c'est la poule? Pourquoi est-ce que c'est causé ça? Il y a des chercheurs qui ont pris des rats, ils les ont endormis, ils les ont anesthésiés et ils ont fait subir un arrêt cardiaque au rat. Lorsque le rat est en arrêt cardiaque, l'activité cérébrale descend, les ondes cérébrales de l'électroencéphalogramme, de l'EEG, ont tendance à réduire d'amplitude et puis elles s'aplatissent, elles deviennent plates, comme chez un sujet qui est en état de mort cérébrale, état de mort encéphalique. Quand on est en mort encéphalique, le cerveau est mort, certains organes peuvent encore marcher et c'est toute la base du don d'organes chez la personne morte. Et donc, la partie intéressante, c'est que chez ces chercheurs qui font les expériences chez les rats anesthésiés, qui arrêtent le cœur et donc l'activité cérébrale qui s'aplatit et qui devient plate, juste avant que ça s'aplatisse, il y a un pic. Il y a un pic d'hyperactivité. Et qu'est-ce que c'est que ce pic d'hyperactivité? Et il apparaît, justement, ça suggère qu'il apparaît dans certaines différentes parties du cerveau qui finalement deviennent hyperactives avec une activité bien plus grande que n'était le cerveau du rat avant qu'on l'endorme pour faire cette expérience. Et là, c'est là qu'on a un souci de cause ou de conséquence, de poule et d'œuf, et de corrélation et de causalité. Parce que le mode de communication entre zones spécifiques, c'est un même mécanisme. On pourrait imaginer que si les personnes qui vont rapporter ensuite un NDE, parce qu'elles ont subi un arrêt cardiaque ressuscité, comme chez les rats, à la différence des rats anesthésiés. Si ces personnes qui vont témoigner d'un NDE ont ce même pic d'hyperactivité cérébrale, ça peut laisser suggérer que le cerveau, et notamment ces zones intermédiaires, est engagé dans une sorte de forme de spasme final hyperactif lorsqu'il sent que l'apport en oxygène s'abaisse et qu'il y a urgence pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Et donc on peut comprendre cette zone d'hyperactivité cérébrale chez le rat. Elle pourrait expliquer que les personnes témoignent ensuite d'un NDE et qu'elles rapportent bien que leur expérience de leur vécu leur a semblé plus vrai que nature, plus réel que dans la vie normale, parce que c'est bien un élément réel du cerveau qui les a informés de ça. Parce que le cerveau est extrêmement puissant. On a eu, après les attentats au Bataclan, on a eu des rapports de personnes que l'on connaissait déjà de médecine de guerre, de gens qui ont été blessés et qui se sont sauvés et qui se sont rendus compte 5 minutes après qu'ils avaient des doigts arrachés. Ils n'ont pas eu mal. Parce que le cerveau leur a dit, c'est pas le moment d'avoir mal aux doigts, même si tu n'as plus de doigts. Parce que c'est le moment de sauver pour courir ta vie et te sauver. Donc le cerveau et ces fameuses zones intermédiaires sont des régulateurs qui sont parfois extrêmement puissants. Extrêmement puissants. Donc, dans la dualité d'explication du monde, entre la partie transcendante, spiritualiste, comme vous voulez, ou la partie scientifique ou scientiste, selon que vous êtes dans un camp ou de l'autre, c'est pas forcément parce que l'explication est plausible, qu'elle est réelle, qu'elle est vraie au sens scientifique parce qu'elle est reproductible dans les mêmes conditions d'expérience, qu'elle est vraiment réelle. Et même si le signal d'hyperactivité peut entraîner une cascade d'événements secondaires, l'explication fine et les liens de causalité sont différents d'une corrélation. Corrélation, c'est pas causalité. Et justement, le travail du scientifique, c'est de découvrir les liens de causalité derrière une corrélation. Je ne sais pas si je suis très clair. Mais s'il y a une corrélation entre le fait d'avoir le bout des doigts jaune et le risque d'avoir un cancer du poumon, c'est pas parce que je vais me teindre le bout des doigts en bleu comme un schtroumpf que je vais supprimer le risque de cancer du poumon. En fait, il y a une corrélation, mais il n'y a pas de causalité. Alors que l'arrêt du tabac réduira bien le risque de cancer du poumon. Donc il y a en fait une corrélation et une causalité entre avoir les doigts jaunes et fumer et avoir un risque accru de cancer du poumon. Donc l'hypersignal, c'est une corrélation. Est-ce que c'est une causalité ?
Les responsables ou les témoins de la partie NDE vont dire finalement que la succession des mécanismes cérébraux après l'activation de ce fameux pic d'hyperactivité initiale qu'on a trouvé chez le rat mais qu'on n'a pas pu trouver chez l'homme pour des raisons méthodologiques évidentes, vont dire finalement que ça pourrait rendre compte de la similitude des séquences rapportées par les témoins de NDE, parce que finalement on peut avoir le même type d'éléments qui s'enchaînent après. D'autres tenants de la théorie plus spirituelle disent quand même, c'est bizarre. C'est bizarre parce que ce que les gens rapportent et le schéma narratif est assez similaire, celui dont on a parlé au tout début. Ce schéma narratif, c'est le même schéma que le processus de quête narratif de toute histoire. Depuis le héros antique ou médiéval jusque de la mythologie grecque ou du blockbuster de Hollywood. C'est à chaque fois la même chose. Parce que longtemps je me suis couché de bonne heure et je veux que maman me raconte une histoire. À chaque fois, il y a un protagoniste, le héros, qui est bousculé au cours de sa vie normale par une perturbation. Et puis, souvent initialement en opposition, mais grâce à une figure, un mentor ou un sage, il finit par entreprendre le voyage initiatique au sein de cette réalité non familière qu'il a pu voir. Et puis il se retrouve face à des épreuves, il combat des ennemis, il se questionne parfois sur la loyauté de ses amis ou de ses alliés, le risque d'échec, le désespoir, il risque le désespoir, il risque sa vie. Et puis finalement, il revient où il avait commencé, plein d'usage et raison, vivre auprès de ses parents le reste de son âge, mais il est victorieux, il est modifié, transformé, c'est la même chose. C'est le pitch de n'importe quel film de Hollywood. C'est Ulysse et l'Odyssée, c'est la même chose. Ce sont des éléments anthropologiques humains extrêmement forts. Et les tenants de la théorie, finalement, de la théorie plus spiritualiste, disent c'est quand même bizarre que ça soit à chaque fois la même chose et que c'est de l'anthropologie très très ancienne, quoi. Et donc, ce que témoignent les personnes est uniquement causé par le pic d'hyperactivité de certaines zones intermédiaires cérébrales, si c'était causé par ça, pourquoi est-ce que ça suit la quête du héros mythologique et pourquoi est-ce que c'est raconté à chaque fois de la même façon? Et finalement, la façon, c'est de dire que si j'essaye de faire un pont entre d'un côté les plutôt scientifiques et de l'autre côté les plutôt transcendants, ça serait de dire que je vais essayer de comprendre ce que peut être la conscience. Parce que dans les NDE, c'est extrêmement... une des questions principales, ces NDE, ça arrive finalement, on les découvre parce qu'il y a la conjonction de deux phénomènes. Il y a les progrès généraux de la science et de la médecine, parce qu'on peut ressusciter des arrêts cardiaques, parce qu'un patient qui arrive à l'hôpital aux urgences avec un accident de voiture majeur et qui a pratiquement pas de tension et qu'il n'y a pratiquement pas de pouls, on ne va pas dire il est mort ou il est presque mort, donc je ne ressuscite pas, donc je ne réanime pas. Les médecins vont tenter de faire. Donc il y a les progrès généraux de la médecine qui depuis 40 ans donnent des éléments qui il y a 50 ans n'existaient pas. Et puis deuxièmement, les progrès de la neuroimagerie fonctionnelle qui vont permettre de voir où est-ce que je réfléchis et pratiquement même parfois qu'est-ce que je réfléchis. Et quand on demande à des sujets volontaires de rentrer dans une neuroimagerie fonctionnelle et de rentrer dans une méditation très intense ou dans une prière profonde, il y a des activations de zones cérébrales qui ne sont pas très communes, qui ne sont pas très habituelles, et qui pour certains pourraient entraîner un état de bien-être, voire de transcendance proche de celui qui est obtenu par ces NDE. Donc finalement, ce qui fait le lien entre les deux théories très scientifiques, scientistes, et les théories plus spirituelles, c'est de dire que finalement, il y a une des grandes questions ou d'un grand mystère de la science maintenant, c'est la conscience. C'est quelle est la nature de la conscience, quel est le siège de la conscience. Donc finalement, si c'est difficile d'expliquer comment un cerveau normal produit un état de conscience, qu'est-ce qui fait que nous sommes conscients ? Qu'est-ce qui fait que nous sommes conscients? Ça, il y a des milliers de dollars et des millions de dollars qui sont dépensés pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la conscience d'un cerveau normal. Si c'est difficile d'expliquer comment un cerveau normal, humain, produit un état de conscience, c'est encore plus difficile d'expliquer comment un cerveau altéré aux confins de la mort et de la vie peut entraîner ces sensations si riches, si vives et si réelles.
Donc on voit bien que toutes ces expériences et ces recherches sur les NDE, c'est aussi un pont ou c'est une porte pour essayer de comprendre les mécanismes de la conscience. Et en ça, c'est extrêmement intéressant. Et donc finalement, entre le débat entre une expérience réelle, merveilleuse, spirituelle et vraie, parce que les patients vont dire que c'est vrai, ou alors c'est juste une hallucination sans importance parce qu'il y a eu une baisse du flux sanguin cérébral dans une zone donnée avec une diminution d'oxygène. Finalement, ce débat-là entre les deux thèses n'est pas prêt de s'arrêter. Mais c'est pas grave, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on bénéficie là d'essayer de comprendre comment et pourquoi une telle expérience peut changer notre compréhension de la vie et peut changer notre compréhension de la mort. Et donc finalement, pourquoi est-ce que nous sommes hommes et pourquoi est-ce que nous sommes humains, quoi. 5 minutes de pause littéraire, quoi, ou de suite. J'aime bien cette phrase. Il y a cette phrase qui est rapportée à Confucius que j'adore et qui dit « On a tous deux vies, on a tous deux vies, et la seconde commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. » Et donc finalement, plus on commence la seconde vie, et mieux c'est, quoi. Alors c'est vrai que le docteur, le soignant, normalement, il devrait être accoutumé depuis assez jeune et dire « Là, souviens-toi que tu es mortel, donc profite de la vie. » Il y a des éléments, oui, le présent, parce que c'est un cadeau. Et cet élément est très important. Quand on demande à des personnes très gravement handicapées, qui ont une hémiplégie importante, qui ont une tétraplégie, qui ne peuvent pas remuer les 4 membres, qui, comme Dominique Bobby, le scaphandre et le papillon, ne peuvent remuer qu'une paupière, c'est Stephen Loris, un éminent neurologue à Liège, qui a fait ces expériences-là. Il leur donne des tests de psychologie cognitive pour mesurer la qualité de vie. Et là, il y a 2 résultats stupéfiants. Le premier résultat, c'est que la qualité de vie rapportée par des personnes très gravement handicapées, tétraplégie, locked-in syndrome, scaphandre et papillon, la qualité de vie de ces personnes très gravement handicapées est non significativement différente de celle des personnes non handicapées. Et il y a plus, comme dit Jean-Claude Amezen sur France Inter. Quand on demande aux personnes très gravement handicapées de coter la qualité de leur vie après l'accident, avant la qualité de vie avant l'accident, ils considèrent que la qualité de leur vie après l'accident est meilleure que celle qu'elle n'était avant l'accident. C'est le paradoxe du handicap. C'est-à-dire que l'accident fait comprendre la beauté de la vie et l'importance de s'accrocher à cette partie-là. Ce qui est absolument incroyable. Et donc finalement, on devrait tous, tant qu'on est encore en bonne santé, on touche du bois, finalement essayer de se saisir de ça et de dire il y a du carpe diem, quoi. Donc effectivement, au fronton de Delphes, c'était écrit « Connais-toi toi-même, hein, tu connaîtras l'univers et les dieux ». Mais de l'autre côté du frontispice, il y avait aussi écrit « Prends soin de toi-même ». Donc occupe-toi de toi-même. C'est très bien d'aimer son prochain comme soi-même. Il ne faut pas oublier de s'aimer soi-même aussi. Hein. Donc cette dimension-là, je trouve, profitons de la vie, profitons de cette partie-là, parce que finalement, la mort est peut-être pas loin. Donc c'est la mort et c'est le temps. Alors je ne reviens pas sur le fait que la mort m'est indifférente, parce que si je suis vivant, elle n'est pas là, et si elle est là, je ne serai plus là. Donc c'est la partie du temps qui peut être plus importante. À la question « Que feriez-vous s'il ne vous restait que quelques heures à vivre ?» demandait-on à Cocteau. Il répondait « Je jetterai ma montre ». Parce qu'il refuse cette échéance-là. Mais je voudrais juste finir sur un petit court texte. C'est un paragraphe de Proust. Puisqu'on est dans une librairie, en essayant de se l'approprier. Une petite question. Et si le monde allait finir, que feriez-vous ? Cette réponse apparut dans le journal L'Intransigeant du 14 août 1922, et c'est une question qui avait été posée à différentes personnalités du monde littéraire et scientifique de l'époque par ce journal.
Et donc, voilà. Donc le titre de l'annonce est « Un savant américain annonce la fin du monde », déjà l'Amérique, hein, ou tout au moins la destruction d'une si grande partie du continent, et cela de façon si brusque que la mort serait certaine pour des centaines de millions d'hommes. Donc ils ont prédit la bombe atomique avant l'heure, en 22. Si cette prédiction devenait une certitude, quels en seraient, à votre avis, les effets sur l'activité des hommes entre le moment où ils acquéreraient ladite certitude et la minute du cataclysme? Enfin, en ce qui vous concerne personnellement, que feriez-vous avant cette dernière heure? Réponse de Proust. Je crois que la vie nous paraîtrait brusquement délicieuse si nous étions menacés de mourir comme vous le dites. Songez, en effet, combien de projets, de voyages, d'amour, d'études, elle, notre vie, tient en dissolution, invisible à notre paresse qui, sûre de l'avenir, les ajourne sans cesse. Mais que tout cela risque à jamais d'être impossible, comme cela redeviendrait beau. Ah, si seulement le cataclysme n'a pas lieu cette fois, nous ne manquerons pas de visiter les nouvelles salles du Louvre, de nous jeter aux pieds de Mademoiselle X, de visiter les Indes. Le cataclysme n'a pas eu lieu, nous ne faisons rien de tout cela, car nous nous trouvons replacés au sein de la vie normale où la négligence émousse le désir. Et pourtant, nous n'aurions pas dû avoir besoin du cataclysme pour aimer aujourd'hui la vie. Il aurait suffi de penser que nous sommes des humains et que ce soir peut venir la mort. Proust meurt le 18 novembre de la même année. Merci beaucoup de votre attention. Israël Nizan pour la première question ou intervention. Un grand merci, Sadek, pour ta poésie. Chaque fois que j'ai lu des choses sur ces near-death experiences, je trouvais, et là ma question, qu'il s'agissait pour les gens qui les décrivaient, et même pour certains scientifiques qui en parlaient, de démontrer par ricochet quelque chose qui, par définition, est une aporie, indémontrable, c'est qu'il y a une vie après la mort, et que nous serions, après la mort, capables encore de nous souvenir de nos souvenirs, de notre vie, comme une sorte de démonstration de l'existence d'un après. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Avec Israël, on se chamaille sur ça, hein. Parce que finalement, on reproduit un vieux débat où il y en a un qui est intéressé à la vie après la mort et l'autre qui est intéressé à la vie avant la mort. Ce qui est une bonne chose. Je crois qu'on ne peut pas trancher. Je crois qu'on ne peut pas trancher. Et que je me méfie, vous l'avez compris, du tout scientifique et du tout spiritualiste, quoi, hein. Moi, je me rappelle, en neurochirurgie, en tant qu'étudiant, j'avais été frappé par une patiente. J'ai raconté tout à l'heure, je vais recommencer. C'est une patiente qui arrive dans le coma, et un coma qu'on ne comprend pas bien. Alors, on fait des réflexes, on la pince, on tire, on lui fait mal, etc. Aucune réaction. On l'envoie au scanner, le scanner revient normal. Cette pauvre femme revient dans sa chambre, on fait une ponction lombaire pour être sûr qu'il n'y aurait pas une méningite, etc. Ponction lombaire revient normale. Donc on ne comprend absolument rien. Et puis le professeur de neurochirurgie, le professeur Raymond Houdard, s'approche du lit de la malade et dit « Alors madame, qu'est-ce qui ne va pas ?» Et là, elle dit « Écoutez docteur, rien ne va. » Et moi je me dis « Mais c'est incroyable ce truc-là. C'est un sorcier. » En fait, cette pauvre dame a présenté une hystérie de conversion. Une hystérie, elle était tellement... Sa pathologie hystérique a fait qu'elle s'est présentée comme si c'était un coma. Et on avait beau la pincer, la tordre, lui faire une ponction lombaire, aucune réaction. Donc cette dame qui est paralysée, la paralysie, elle est vraie ou elle est fausse? C'est normal ou c'est pathologique? Elle est vraie. Pour la malade, elle est vraie. Pour le docteur, elle est fausse. Elle est fausse parce qu'il se dit qu'il a une autre explication du monde pour ça. Mais c'est vrai ou c'est faux? Il y a 5 ou 6 mois, je vois un monsieur d'une 60aine d'années avant une opération chirurgicale banale.
Et voilà, vous avez des antécédents, etc. Il me dit, oui, mais j'ai eu un accident d'anesthésie. Ah bon, mais c'était quoi? J'étais paralysé après une anesthésie. Ah bon? Écoutez, racontez-moi ça, parce que... écoutez, c'était après une opération des amygdales, j'étais paralysé. Les amygdales, paralyser des gens, mais on ne fait pas d'anesthésie, je ne comprenais pas très bien. Et écoutez, je ne sais pas, c'était juste après cette réaction, c'était le lendemain, je ne pouvais plus marcher, j'étais paralysé. Je dis alors? Alors il y a le chirurgien ORL qui est venu, qui m'a regardé et qui m'a mis une grande claque. Il me dit, maintenant arrête tes bêtises, lève-toi et marche. Je dis alors? Il dit, je me suis levé, j'ai marché. Quand on reconstruit l'histoire, ça se passe juste après la guerre, 48-50. Il n'y a pas vraiment de sécurité anesthésique, il n'y a pas vraiment d'agent anesthésique important. Donc le gamin, il a été endormi sans rien. Donc il a eu... Imaginez qu'on vous arrache des amygdales sans aucune anesthésie ou en faisant semblant qu'il y ait une anesthésie. Vous avez un traumatisme tel que vous avez une hystérie de conversion et vous êtes paralysé. Le chirurgien ORL qui voit ça, parce qu'il a déjà opéré des enfants à la pelle, donc il n'est pas méchant quand il lui file une claque. C'est qu'il a déjà vu cette partie de l'histoire de conversion et qu'il va dire, écoutez, allongez-vous, parlez-moi de votre enfance, comment ça se passait. Il lui remet une claque et un contre-choc qui va faire que... Donc on est dans des éléments, alors on peut dire que c'est terrible, parce que c'est un cercle vicieux terrible, mais cet enfant, il était paralysé. C'est vrai ou c'est faux ? Ce patient qui va vous indiquer il a vécu tout ça, c'est vrai, puisque pour lui c'est vrai. Alors le docteur il va chercher quelle est la cause. Mais en fait j'en sais rien. Et je crois que c'est pas si important que ça. Oui, monsieur. Pardon. Alors est-ce que vous pouvez venir vers moi? Oui, merci. J'aimerais aussi qu'on parle... Oui, venez. J'aimerais aussi qu'on parle des recherches, justement, des incidences qu'elles peuvent avoir pour poursuivre ou pas des soins, ce qu'elles permettent de voir, des incidences pour poursuivre ou pas des soins sur des personnes qui sont dans un état de coma profond. En fait, je pense surtout aux travaux de Dolores à Liège, oui. Voilà, vous parliez d'amygdale. Figurez-vous que dans ma jeunesse, à l'époque, je suis né en 52 et j'avais l'ordre de 9-10 ans. Et voilà, je me suis fait opérer bêtement par les amygdales et j'étais pas vraiment, ils faisaient ça en série, les médecins. Et donc, j'ai eu ma piqûre pour m'anesthésier et je sentais comme le médecin passe et me coupe les amygdales. Ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai fait une hémorragie. Et je parle ici devant tout le monde parce que ça fait des années que ça me travaille. Voilà, je me vois dans mon lit. À l'époque, il y avait 4 gamins dans les lits avec les barres qu'on pouvait monter et descendre. J'étais assis dans ce lit et le sang coulait. Et personne n'était là, pas d'infirmière et personne. Et je me voyais déjà partir. Et le lit et le couffin, il était plein de sang. Et ma mère est rentrée et je n'étais déjà plus dans le corps. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu ma mère rentrer et elle n'osait pas me toucher parce qu'il y avait tellement de sang partout. Et j'étais en train de partir, effectivement. Et ma mère, d'urgence, elle a cherché l'infirmière. Et ça s'est passé à l'hôpital de Strasbourg. J'ai fait des recherches après, mais c'était trop tard. Parce qu'on a tout mis sur ordinateur et ainsi de suite. Donc, à l'époque, on me cachait les choses. L'infirmière me rentre, elle me prend dans ses bras, et c'est le noir total. J'avais pas une idée de la mort, de quoi que ce soit. J'étais un gamin de 9 ans. Ce qui s'est passé à mon réveil, c'est que ma vie avait totalement été bouleversée. Et en tant qu'être humain et en tant que gamin de 9-10 ans, j'avais du mal à l'école. J'étais parmi les premiers de la classe. J'avais du mal à me concentrer sur le tableau. Je voyais écrire une dictée ou recopier un texte, pour moi, c'était de l'ordre de l'infernal. Parce que je commençais à avoir les phrases qui dansent et qui bougent. Mais contrairement à cela, il est arrivé une chose extraordinaire, c'est que j'étais plus le même.
plus le même. Comment dire ça? Comment mettre ça dans les mots? Voilà, je voyais quand je rentrais chez moi de l'école, je sentais à la distance quand quelque chose n'allait pas à l'école. Je commençais à décrire les gens, je pouvais lire en eux, je pouvais faire énormes choses. Mais simplement, j'étais toujours un gamin de 10 ans et ça me perturbait. Et donc, ma mère qui avait ressenti que j'avais un problème. Donc, à l'époque, j'avais fait... ma mère ressentait ça, donc il n'y avait pas encore d'orthophoniste, donc on m'a fait de grands tests à l'hôpital. Et je me souviens de ce professeur et je remercie ma mère parce que heureusement qu'elle m'a porté. Et donc j'avais fait des tests à l'hôpital et avec des orthophonistes et des gens qui étaient très, comment dire, qui se sont occupés de moi. Et arrivé chez le psychiatre, il dit à ma mère, voilà, votre enfant est très intelligent, mais le problème, c'est que l'intelligence va revenir plus tard. Et ma mère pensait, bon, à l'âge de 14 ans, que j'aurais rattrapé. Mais il m'a fallu presque toute une vie pour me reconstruire. Et ce qui est foudroyant, c'est qu'à l'âge de 32 ans, je me suis tourné vers la spiritualité et ça m'a ouvert les yeux sur un autre monde. Et je rends grâce à la vie, vraiment grâce de ce que je suis devenu et à quoi je suis arrivé. Voilà, merci. Je vous remercie et j'attends beaucoup de vous. Merci pour ce témoignage, monsieur. Merci. Sadek, je te rends le micro. Systématiquement 3 micros, en fait. Ce qui vous est arrivé à Strasbourg il y a 50 ans, c'est arrivé à des milliers d'enfants partout en France et partout dans le monde, parce que c'était la façon que c'était fait. La chirurgie de l'amygdale chez l'enfant était une des premières causes de mortalité enfantine post-enfant standard, quoi. Et effectivement, la réponse, elle est double. Alors on peut dire sur un plan médical pur, il y a une hémorragie telle qu'il n'y a pas eu suffisamment d'oxygénation au sang. Et puis heureusement que votre mère est là, elle vous a sauvé la vie parce qu'elle vous a secoué et puis elle a activé l'infirmière et ça a pu être fait. Et que dans les parties initiales, vous avez pu avoir quelques séquelles, mais comme quelques séquelles cérébrales initiales, mais comme ça arrive chez l'enfant, eh bien vous avez la chance d'avoir pu récupérer. Et le vieux professeur qui vous dit mais l'intelligence va revenir ensuite, il a parfaitement raison, parce que la plasticité cérébrale est telle que on a des fois, et c'est une des modes de réponse aussi à la première question de Nadia Aubin, on a des fois des patients qui sont traumatisés et qui ont des scanners initiaux tels qu'on se dit mais c'est cuit, on est des docteurs Mengele, on n'a pas le droit de continuer à faire de l'acharnement thérapeutique parce que les dégâts cérébraux sont tels que c'est forcément cuit. Et non. Et c'est difficile. Là, c'est un vrai dilemme. Donc on peut dire, écoutez, scientifiquement, on peut expliquer ce qui vous est passé rétrospectivement, mais spirituellement, on peut tout à fait comprendre aussi ce qui vous est passé. Et peut-être qu'il y a une dualité à avoir entre ces deux éléments-là. Mais en tout cas, merci beaucoup. Très émouvant. Israël Nissan. Merci monsieur. Cette histoire, de mon point de vue, a deux morales comme ça, à brûle pour point, puisque je ne la connaissais pas, mais merci de nous l'avoir racontée de manière aussi claire. La première morale, c'est que, et ça maintenant un peu tout le monde en prend conscience, je suis frappé par le fait qu'on opère beaucoup moins les amygdales qu'on le faisait autrefois. Alors, vérité d'antan, vérité d'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Pareil pour l'appendicite. L'appendicectomie est devenue un geste extrêmement rare. Mais quand on regarde les statistiques de la sécurité sociale, il y a des départements de France où il y a beaucoup d'appendicectomies, il y a d'autres départements où il y en a beaucoup moins. Alors ça voudrait dire quoi? Que la médecine est différente dans ces départements? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, pédale sur le frein pour les gestes chirurgicaux et pédale sur le frein pour tous les actes médicaux, y compris la prise de médicaments. Je crois que la part du doute chez les médecins est en train de prendre toute sa place et par exemple, le fait de demander un deuxième avis à un autre médecin quand il y en a un qui vous indique une intervention chirurgicale est une bonne sécurité. Ça, c'est ma première morale. La deuxième morale, elle est plus philosophique et humaine. C'est que de tout
événement négatif, on peut refaire du positif. Et il y a deux manières de réagir à un événement négatif comme celui-là. C'est la manière, j'allais dire, passive, et je me laisse faire, et je suis une victime, et vous avez vu ce qui m'est arrivé, et je porte plainte, et voilà, et je vais jamais plus être comme auparavant. Et l'autre manière qui est de dire, je me sers de ce qui m'est arrivé pour m'augmenter. Ça ne m'a pas tué, donc ça m'a augmenté. Et pour moi, cette deuxième morale fait aussi la différence entre la réaction à la pathologie de certaines personnes qui disent « heureusement que ça m'est arrivé, parce que je suis devenu ce que je suis devenu », et d'autres qui se laissent tomber face au destin qui les submerge. Ok. Alors, on va juste prendre aussi une question ici à la tribune. Donc, notre grand témoin, je vais vous laisser vous présenter. Étudiante à l'ISEG avec Cécile Cagnier, la directrice de l'ISEG Strasbourg. Votre question et puis nous dire comment vous vous appelez. Bonjour, donc, je m'appelle Marianne Ducré. Donc, j'aurais une question. Ces personnes qui ont vécu donc, ces événements assez bouleversants, je voudrais savoir si, suite à ça, est-ce qu'ils sont suivis pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, si, voilà, comment continuer à vivre en positivant de ce fait, de ce qui s'est passé, que voilà, ils ont échappé à la mort. Et parce que ça doit être quand même quelque chose de très bouleversant et il faut apprendre, je pense, à vivre avec. Donc, est-ce qu'il y a un suivi derrière ça ? Je ne suis pas spécialiste complet, mais de ce qui est rapporté, il y a peu d'études de suivi ensuite sur du long terme. Mais il y a beaucoup d'éléments de regroupement, de sorte de sociétés savantes, d'associations, de personnes qui ont eu un élément similaire. Et c'est une bonne chose et c'est une mauvaise chose. C'est une bonne chose parce que ça fait du support, c'est une mauvaise chose parce qu'on peut avoir tendance à s'auto-intoxiquer les uns les autres. Donc c'est difficile. Mais si on élargit un tout petit peu la focale, ça arrive beaucoup plus de fois, et pas que pour ces sensations de NDE. La personne qui ont diagnostiqué un cancer, et puis finalement, on a pu enlever ce qu'il fallait. Et dans le deuxième avis, maintenant, il y a des réunions de concertation pluridisciplinaires. Un patient dans un hôpital en France qui est pris en charge d'un cancer, il peut pas, la loi fait qu'il ne peut pas être traité par le chirurgien ou le radiothérapeute ou le chimiothérapeute seul. La loi indique que ces spécialistes doivent être ensemble. Donc quelqu'un qui a un diagnostic de cancer et qui s'en sort parce qu'il a eu les bons éléments, finalement, il a aussi un avant et un après. Et il n'y a pas nécessairement de suivi psychologique à long terme et autres. Je crois que là, il faut garder une part d'individualité, et que certains vont vouloir et d'autres pas vouloir, et puis qui va retrouver une sublimation dans la religion, dans la spiritualité, dans le club de pétanque ou dans l'inscription à l'école du Louvre. Pardonnez-moi, parce que il y a encore 2 ou 3, il y a même 4 questions. Et il n'a plus que très peu de temps. Excusez-moi. Hein. Donc, oui, madame, ensuite Bonjour. madame, et puis après je viens à vous. Hein. J'ai une remarque et une question. Ma première remarque, c'est que j'étais un petit peu déçue que vous ayez décrit ces expériences de mort imminente comme des pitchs hollywoodiens, parce que c'est quand même retranscrit... Des pitchs hollywoodiens, vous aviez dit. Parce que c'est quand même retranscrit dans le Bardo Thodol et dans le livre de Sogyal Rinpoché, qui sont des livres tibétains et bouddhistes, et qui justement parlent de toutes ces étapes qui se passent après la mort, à travers des bardos qui sont des espèces de voiles, etc. Et ensuite, j'ai été étonnée que vous n'y ayez pas parlé pour signifier le pont entre scientifique et spirituel de la DMT, qui est une molécule qu'on sécrète à la naissance, à la mort, et parfois quand on meurt, qui est d'ailleurs illégale, alors que bon, c'est quand même sécrété par notre propre corps. Et ces expériences de DMT, justement, sont parfois, pas toutes, similaires avec ces expériences de mort imminente. Et je pense que l'étude de ces considérés comme des drogues pourrait peut-être nous aider à décrypter ces expériences-là. Je vais juste prendre une deuxième question, si tu es d'accord, Sadek, parce qu'il y en a beaucoup. Je t'en donne donc une deuxième. Oui, Nicole Chiliot. Il y a aussi monsieur, je viendrai vers vous. Hein. Bonjour. Voilà, vous avez décrit les NDE comme extrêmement positives, c'est-à-dire cet amour enveloppant, cette lumière, ce regret de devoir éventuellement revenir. Est-ce qu'il y a des NDE négatives, génératrices d'angoisse et qui peuvent être traumatisantes ? Merci.
Merci. Je n'ai pas lu sur des NDE négatives. Non, moi non Je plus. n'ai pas Il y a lu un cette centre partie-là. d'ailleurs qui est Je n'ai pas là-dedans, lu. il n'y en a pas. Sur le pitch hollywoodien, je l'ai pris dans le bon sens. Parce que j'ai dit que certains tenants de la théorie spiritualiste vont dire si jamais c'était uniquement les conséquences secondaires du pic d'activation de l'électroencéphalogramme au tout début de l'altération du débit cérébral ou de l'hypoxie, comment expliquez-vous que la séquence qui est donnée reprend exactement les mêmes histoires et le pitch hollywoodien, le blockbuster de Hollywood, la mythologie grecque, le conte antique, l'Antiquité, c'est la même chose. C'est quand on regarde n'importe quel film, il peut être résumé sur le pitch tel qu'il est donné, parce que à chaque fois c'est Blanche-Neige et les sept nains. Enfin c'est cette partie-là. Sur la partie moléculaire et autres, finalement, le cerveau c'est la plus grande zone érogène du corps, quoi. On a des mécanismes de molécules neurochimiques d'hormones du désir qui sont en nous et qui sont absolument magnifiques. L'exemple le plus trivial qu'on avait, c'est qu'on a pu trouver à un moment qu'on avait dans le cerveau des récepteurs aux morphiniques, des récepteurs aux endorphines. Pourquoi est-ce que dans le cerveau, il y aurait un récepteur à une molécule qui va être découverte 150 millions d'années après la création de l'homme? Ça n'a pas de sens. S'il y a un récepteur à la morphine dans le cerveau, ça veut donc dire qu'on sécrète une morphine endogène, qu'on a appelée endorphine. Et qu'on a pu trouver que ce mécanisme est très bien pour essayer de atténuer ou de lutter contre des douleurs chroniques. La douleur, c'est quelque chose de magnifique. C'est superbe, la douleur, parce que si je mets ma main sur la plaque du four, hop, je vais retirer ma main. J'ai très mal, je retire ma main tout de suite pour pas que ma main se consume. Donc la douleur est un mécanisme bénéfique quand elle est aiguë. Quand elle est chronique, ça ne sert plus à rien. Donc je sais que ça fait mal. Donc je vais avoir un mécanisme endorphinique qui va réduire cette question. La personne qui est complètement amoureuse voit des modifications du réel qui sont similaires à celles que décrivent les gens qui prennent de la cocaïne. Parce que je suis tellement amoureux, je suis tellement heureux que le feuillage des plantes et les herbes et les sensations, c'est absolument magnifique. Donc on a des éléments innés neurochimiques qui sont là pour pouvoir tout faire. Et la grande difficulté, encore une fois, c'est de savoir est-ce que c'est cause, est-ce que c'est conséquence. Est-ce que j'ai eu cet élément-là et c'est lié, et donc j'ai cette partie-là, ou est-ce que c'est où est la poule, où est l'œuf? Allez-y. Alors, 2 questions encore, et j'en ai encore 2 ici. Hein. J'ai une question qui n'est peut-être pas une question, mais je voulais savoir s'il existe des différentiels importants en fonction du sexe, de l'âge ou des appartenances des individus, quoi. On n'a pas réussi encore à... Ou est-ce que vous avez, vous, quelques différences à nous apporter dans les expériences de... Non, dans les cas rapportés, c'est quelque chose qui est assez similaire et ça puis reste assez général comme uniforme. ça. Oui. Ouais. Merci. Ok, l'autre C'est question. vrai que c'est troublant parce qu'on voudrait en savoir plus. Oui. Oui, c'est une question ça sera une question courte des terminologies. Vous avez parlé de résurrection. Bon, j'ai clairement entendu, mais j'ai entendu aussi Ressuscitation. Pardon. Ressuscitation. 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 Oui, ben je la complète. Alors, entre ressuscitation, résurrection et réanimation. Que se passe sous ces trois termes? Réanimation, c'est ton métier, Sadek. Merci beaucoup. Ben, c'est justement parce que c'était une sorte de clin d'œil, parce que le massage cardiaque externe, en France, ça s'appelle la réanimation cardiopulmonaire. La réanimation. Aux USA, ça s'appelle c'est CPR, c'est Cardiopulmonary Resuscitation. On voit bien qu'on est dans cette espèce de fantasme de toute puissance, quoi. Parce qu'on n'a pas fini avec la vie, on n'a pas fini avec la mort. La partie la plus neutre, c'est MCE, massage cardiaque externe. Mais la résurrection, ça concerne quelqu'un qui est vraiment mort. Oui. Bon. Alors, mais la personne qui a un arrêt cardiaque, est-ce qu'elle est réellement morte ou pas? C'est ça la question. Si on peut la ressusciter, c'est que non. Bien. C'est la partie américaine. Et c'est une tension importante, ça. Quand on a parlé brièvement des greffes d'organes, on peut dire que le patient qui est en état de mort encéphalique, le cerveau est plat,
il est mort. C'est la définition légale de la mort. Pourtant, la peau est chaude, le thorax se soulève parce qu'il y a une machine qui respire pour lui et le cœur bat. Donc il est mort ou il est vivant? Le docteur est absolument convaincu à 1000% qu'il est mort. La famille doit faire ce chemin et comprendre qu'effectivement, il est réellement mort parce que le cerveau est plat. Oui. Le patient, et on peut prélever les organes. Maintenant, il y a des prélèvements d'organes qui peuvent se faire aussi dits à cœur arrêté. Le cœur s'est arrêté, le SAMU masse pendant 10 minutes, 20 minutes, 40 minutes, 1 heure, le cœur ne repart pas. Mais finalement, on va dire qu'on arrête la réanimation, la ressuscitation, parce qu'elle n'a plus de sens et le patient est déclaré mort. Le patient, la famille, voit bien qu'il est mort puisque le cœur ne bat pas et qu'il est arrêté. Le docteur se dit, et si je massais encore 5 minutes? Peut-être qu'il pourrait revenir. Oui. Et donc là, il y a de l'ambiguïté dans ces frontières entre la vie et la mort. Et c'est en ça qu'il faut être assez prudent et avoir des critères tout à fait fermes et tout à fait établis pour bien expliquer. Et c'est tous les protocoles de l'Agence de la biomédecine et le comité d'éthique a fait un avis sur la transplantation pour bien montrer que le patient est vraiment mort. Et qu'on peut mourir par mort encéphalique, qu'on peut mourir par mort cardiaque, mais l'issue finale est de toute façon la mort cérébrale. Parce que quand mon cœur est arrêté et que je n'ai pas réussi à le ressusciter et à le réanimer, les dégâts cérébraux sont tels qu'il y a une mort encéphalique. Mais dans le chemin pour le patient qui a 1 minute d'arrêt cardiaque, il est mort, mais peut-être pas. Ben, c'est tout l'enjeu, en fait, aussi de la recherche. Minutes, oui, il est mort. Sur la conscience, oui, tout à fait. Alors, une question de monsieur, et je prends aussi la question de madame, comme ça j'en ai 2 en même temps. Oui, bonjour, je m'appelle Bernard Duigou, j'ai exercé pendant de longues années en réanimation comme infirmier. Et j'ai eu à prendre en charge, effectivement, un traumatisé crânien intubé ventilé, sous machine, pardon, et qui a été sédaté pendant de nombreuses semaines. Et en fait, il s'est réveillé et il m'a raconté l'histoire que, globalement, les traits que vous donniez, c'est-à-dire je flotte, je suis sur un bateau, et lui aussi était en Grèce comme Ulysse, quoi, voilà. Donc il me raconte ça, et puis j'interroge le réanimateur, et qui me dit, écoute, c'est vraiment étonnant, etc., etc. Bon. Et finalement, on a conclu que, c'était peut-être l'effet de l'hypnovel qu'il avait eu pendant de nombreuses semaines, et puis aussi le fait qu'il avait un gros délabrement, une grosse plaie au niveau de la fesse, et il était sur un lit fluidisé. Voilà. Donc, mais voilà mes 2 questions. C'est un lit fluidisé, c'est un lit quasiment flottant pour éviter que la peau s'abîme et qu'il y ait des escarres. Et donc c'est comme s'il était sur de l'eau, quoi. Alors voilà ma question. La première, c'est se peut-il aussi que ce qui reste en mémoire au cours d'un accident, d'un traumatisé par accident, j'entends bien, c'est qu'au moment où, juste avant que l'accident se fasse, la personne a la sensation que là, la mort est présente et que la mort imminente est là, et que tout le processus de prise en charge va être la ressuscitation, effectivement, après. La deuxième chose, c'était la contribution, effectivement, de médicaments dans l'apparition de ce qui se verbalise après, une fois que la conscience est revenue. Merci. Merci à vous. Je vais juste prendre la question de madame avant de clôturer cette table ronde. Bonjour. Vous avez parlé de conscience de gens qui reviennent à la vie. Moi, je voudrais savoir le niveau de conscience de quelqu'un qui va vraiment mourir. J'ai le cas d'un parent. Quelques heures avant de partir, l'infirmière nous a dit « Vous pouvez lui parler, il vous entend ». Moi, ça m'interpelle parce que je ne comprends pas bien ce qu'il peut. Voilà. Donc, état de conscience. La deuxième question est plus délicate que la première. On considère de toute façon que ça fait du bien, ne serait-ce que pour la personne qui parle. Dans ma tradition orientale, la première chose que dit un enfant la première chose qu'entend un enfant quand il naît, c'est son père ou sa mère qui lui fait la profession de foi à l'oreille. Et la dernière chose que cet enfant entendra, ou cet enfant devenu homme, la dernière chose qu'il entendra avant de quitter ce monde, c'est son fils ou sa fille qui lui fera la même profession de foi à l'oreille.
Donc, moi, j'ai eu la chance pour le moment d'avoir ça avec mon père et avec mon fils. Mais à voir sur la suite. Je crois que parler, c'est bien, ne serait-ce que pour la personne qui parle. Qu'est-ce qu'il entend ou qu'est-ce qu'il n'entend pas au fond? On n'est pas très sûr. Certains ont des épisodes de processus de mourir à étapes et se rappellent très très bien ce qu'on a dit la première et la deuxième fois avant que la troisième l'emporte vraiment. Donc je crois qu'il faut effectivement avoir des éléments de communication et puis dire. Sur l'histoire de la réa, je me rappelle d'une patiente de chirurgie cardiaque qui, au réveil, après la chirurgie cardiaque, était terrorisée. Elle dit je suis vivante, je suis vivante. Je dis pourquoi vous êtes comme ça, madame? Qu'est-ce qui se passe? Et elle dit parce que quand elle était entrée au bloc opératoire, au moment où l'anesthésiste l'endort et on demande le calme le plus absolu, il y a une infirmière de bloc opératoire qui dit celle-là, elle ne sortira pas vivante du bloc opératoire. Et l'infirmière, elle parlait de la mouche qu'elle venait de voir et qu'elle devait absolument tuer pour pas que ça risque de transmettre le germe. L'anesthésiste horrifié a essayé de rajouter des médicaments anesthésiques et de l'hypnovel et des benzodiazépines pour entraîner ce qu'on appelle une amnésie rétrograde, une amnésie des événements juste avant, mais ça n'a pas marché. Et donc cette pauvre femme, au lieu de s'endormir avec la douceur et la quiétude, tout va bien, etc. Voilà. C'est un peu gore. Mais bien souvent, effectivement, quand on demande aux patients ce qu'ils se souviennent de leur séjour en réa, ils se souviennent d'un sourire, d'une chanson qui passait à la radio et autres. Et à chaque fois, c'est au moment du réveil. Et c'est quelque chose que les réanimateurs, qu'on indique très souvent à la famille et à l'entourage et aux patients. Écoutez, votre être cher, il a telle et telle condition, voilà ce qu'on va essayer de faire. Je ne vous dis pas que ça va bien se passer, mais je vais tout faire pour que ça se passe bien. On va suivre ces éléments-là, mais pour le moment, la personne qui souffre le plus, ou qui a le plus de difficultés, il y a une petite pause pour dire, c'est vous. Parce que lui, actuellement, il sent rien. Il est sous anesthésie générale, il dort, il ne sent rien. Ça n'est pas de l'acharnement thérapeutique. Comment peut-on être si sûr de ça? On en est si sûr parce que ce dont se rappellent les gens après l'accident, c'est un sourire, un son à la radio, le visage de l'infirmière. Et comme par hasard, ça arrive au moment où on a diminué la sédation et l'intensité des drogues anesthésiques puissantes pour les refaire réveiller. Donc la conscience, c'est difficile. Et l'altération de conscience est pas si mal que ça, quoi. Merci beaucoup Sadek, merci à vous. On se retrouve à l'aubette à 15h pour un autre sujet. À tout à l'heure, au revoir.